Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 16 mai, il est l'heure de l'info. Depuis le début du mois de mai, la préfecture de la Meuse a placé le département en vigilance sécheresse. Les nappes phréatiques sont vides, les rivières sont au plus bas. On fait le point dans ce journal. Elle devient un véritable rendez-vous pour les communes du territoire. La guinguette mobile fête ses 3 ans cette année. Et comme symbole, elle a entamé sa route à Longeville-sur-la-Laine, la commune dans laquelle est née cette idée. Un court-métrage poignant, tourné à 100% dans la Meuse avec un casting local. Post-mortem jette une lumière crue sur les violences intrafamiliales. Inspiré d'un fait réel, le film adopte un parti pris fort, faire parler les victimes et les bourreaux depuis l'au-delà. Je vous le disais en titre, la Meuse est en alerte sécheresse. Depuis le début du mois de mai, le département est placé en vigilance. Une décision prise par la commission ressources en eau, en cause des nappes phréatiques en berne et des rivières à des niveaux historiquement bas, comme la Saulx qui ne dépasse pas les 90 cm. Une situation préoccupante, surtout dans le sud meusien, où la nature peine à compenser le manque de pluie. Les détails avec Janice Gallard et Léo Martin. La Saulx mesure 90 cm. Une rareté à cette période de l'année. Depuis le début du mois de mai, la préfecture de la Meuse a mis en vigilance sécheresse le département. Le sud est une des zones les plus touchées. La cause, depuis le début de l'année, le manque de pluie, mais aussi la baisse des nappes phréatiques. C'est contre-intuitif, mais c'est dû en fait à un hiver qui a été finalement très peu arrosé. Alors qu'on a tous le souvenir d'un printemps et d'un été 2024 trop arrosés, il n'empêche que depuis le mois d'octobre, on est en déficit de pluviométrie. Entre octobre et mars, les mois où traditionnellement l'eau qui tombe contribue à la recharge des nappes, il a insuffisamment plu. Donc, on arrive au printemps avec la végétation qui redémarre, qui pompe dans des nappes qui sont très partiellement remplies. Surtout pour un mois de mai. C'est un niveau de nappe qu'on a plus l'habitude de trouver au mois de juillet ou août d'une année sèche. Aujourd'hui, même si aucune restriction n'est mise en place, les habitants ne sont pas à l'abri de voir des mesures prises dans les prochaines semaines. Pour un mois de mai, les cours d'eau sont trop bas. Cette vigilance sécheresse a été mise en place suite à la dernière commission en eau du département. On est en déficit d'eau manifeste. Ce qui est un peu la surprise, c'est par rapport aux pluies assez abondantes que nous avons eues, notamment à la fin de l'année dernière. On pensait que les nappes allaient être renforcées, etc. Depuis le mois de janvier, il y a eu très peu de pluie. Donc il y a un vrai sujet d'inquiétude sur la ressource en eau. Soyons très attentifs à cette consommation en eau sur tous ces aspects. Utilisons-la au mieux. Cette sécheresse est en avance d'1 mois, voire 2. Les nappes phréatiques ne vont plus se remplir sur ces mois d'été, notamment avec la végétation qui repousse. La situation est assez compliquée dans le sud meusien. Si précipitation il y a, ce sera les cours d'eau qui en seront bénéficiaires et tout ce qui est culture, forêt, c'est le sol qui va récupérer toute cette humidité, enfin toute cette eau, mais la nappe en elle-même ne récupérera quasiment rien. C'est les précipitations qui vont permettre de maintenir un débit sur les cours d'eau, mais par rapport à tout ce qui est eau potable et tout ce qui est adduction, tout ce qui est consommation personnelle, on va dire, que ce soit au niveau des foyers, au niveau de l'industrie, c'est les nappes qui émettent un signal en disant là le niveau on arrive à un seuil bas. Même si cette vigilance n'affiche aucune restriction pour le moment, les usagers doivent d'ores et déjà faire attention à leur consommation d'eau. À l'arrivée des beaux jours, la situation peut s'avérer plus compliquée. Elle sillonne à nouveau les routes de Haute-Marne. La guinguette mobile fête ses 3 ans et repart pour une tournée festive. Partie symboliquement de Longeville-sur-la-Laine, berceau du projet, elle promet cette année musique, jeux et convivialité et passe dans 70 communes cette saison. Une initiative saluée au niveau national puisque le projet vient de recevoir le prestigieux prix Territoria Or 2025. Paul de Watine était sur place pour le lancement. Un camion rouge sur une place de village, de la musique et de la bonne humeur, pas de doute, la guinguette mobile est bien de retour pour sa 3e saison et à cette occasion, la communauté d'agglomération du Grand Saint-Dizier d'Air-et-Vallée a reçu le prix Territoria Or 2025. Ce prix récompense les initiatives innovantes des collectivités territoriales en matière de gestion publique, de services aux citoyens ou de développement local.
Ce prix, on l'a reçu déjà une première fois au mois de novembre à l'Assemblée nationale. On avait emmené la guinguette, on l'avait mis dans la cour de l'Assemblée nationale et c'était génial de voir les parlementaires rentrer et passer à côté de la guinguette, se demander ce que c'était. Donc oui, on était très fiers d'amener notre ruralité à Paris. Qu'est-ce qui est récompensé à travers ça? C'est vraiment l'initiative là, collective, qui n'a fonctionné que grâce aux maires qui se sont engagés, à la communauté d'agglo qui pousse et qui finance, et à 1000 Cafés, qui est un organisme national qui ouvre le bar que vous voyez derrière moi et qui permet de donner un peu d'animation. Créer un lieu convivial dans les zones sans commerce reste l'objectif de 1000 Cafés à travers cette guinguette mobile. Après 24 communes desservies en 2023, cette année, près de 70 accueilleront la guinguette. C'est un succès de dingue parce qu'il y a plus de 11 000 personnes sur le territoire qui en ont profité depuis 3 ans, depuis que ça a ouvert. Au début, il y avait 5 communes qui étaient mobilisées, puis très vite 15. Maintenant, on est 27 communes. Franchement, si on pouvait le faire dans les 60, on le ferait. Et c'est un vrai succès parce que les gens, ils sortent de chez eux. On avait fait ça juste pour créer du lien entre les habitants des communes proches. Et en fait, on se rend compte que les communes éloignées viennent aussi. Et puis surtout, c'est une dynamique qu'on donne. On a des artisans qui viennent exposer. On a systématiquement des musiciens qui nous offrent 2 heures de musique à peu près. Donc ouais, c'est une belle réussite. Et puis c'est un endroit où on revoit des gens danser. Et ça, les bals populaires ne fonctionnent plus. Et moi, j'aime beaucoup quand je vois les gens danser sur la place du village. L'idée est de se retrouver pour manger, jouer et danser. Et pour 1000 Cafés, c'est surtout de travailler avec les acteurs locaux autour de chaque commune. L'objectif pour nous, c'est de permettre aussi aux acteurs locaux de pouvoir s'investir et aussi bénéficier quand même de certaines retombées économiques. Donc on essaie de travailler notamment, là aujourd'hui c'est de l'association, c'est le comité des fêtes qui va faire à manger. Donc c'est barbecue, planche, donc c'est très chouette. On a aussi un marché d'artisans locaux aujourd'hui aussi. Donc on essaye de plus possible de pouvoir travailler avec les acteurs locaux, les acteurs du territoire. Mais pareil aussi, on va travailler avec des brasseurs locaux. Ça va être génial, il va faire beau et tout l'été, on va trop s'amuser. La guinguette sillonnera les routes haut-marnaises jusqu'au 28 septembre. Elle s'arrêtera dans l'agglomération de Saint-Dizier et celle de Chaumont. Dans ce film, 2 voix posthumes retracent l'engrenage tragique des violences intrafamiliales avec recul et émotion. Pensé comme un outil de sensibilisation, ce court-métrage sera mis à disposition des structures engagées sur ces thématiques. Il y a quelques jours, j'ai reçu les réalisateurs du film Post-Mortem. C'est un film intégralement tourné dans la Meuse avec un casting 100% local, inspiré d'une histoire vraie. Il met en avant les mécanismes des violences intrafamiliales. Ce court-métrage s'appelle Post-Mortem et on en parle tout de suite avec nos invités. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors avant d'évoquer un petit peu ce film, on va regarder tout de suite la bande-annonce pour que les gens comprennent bien. Je ne sais pas pourquoi tout cela s'est passé. Tout cela était pourtant tellement prévisible. Je suis morte ce matin. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Cette fois, il a vraiment frappé plus fort. Alors c'est un film qui traite des violences intrafamiliales. Vous avez choisi de raconter l'histoire un petit peu différemment, puisque vos personnages, ils sont plus vivants. Pourquoi vous avez fait ce choix de narration ? Tout simplement parce qu'on avait 2 choix. Soit on faisait une progression et on racontait leur vie, soit on les faisait mourir en premier, façon Colombo, sauf qu'on n'enquêtait pas parce qu'on les entendait une fois morts, et une fois morts, ils ont une version différente l'un de l'autre des faits. Alors justement, une version différente de monologue. Pensée, est-ce que ça permet d'avoir un peu plus de recul sur la situation? Est-ce que les personnages analysent plus ce qui s'est passé? En tout cas, ils sont passés dans un autre temps, puisque techniquement, ils sont morts. À partir de là, ils vont raconter chacun dans leur monologue comment ils ont ressenti toute cette histoire, qui est d'abord une histoire amoureuse, sinon ça n'aurait pas commencé, et tout ce qui a fait qu'au fil du temps, on en est arrivé jusqu'à ce drame. Et finalement, tout ce qui a fait que c'était inéluctable quelque part. Et donc le fait d'avoir 2 monologues, ça permet vraiment que chaque personnage raconte son ressenti, son vécu de cette histoire. Et on voit qu'ils sont en déphasage total, et c'est parce qu'ils racontent après coup, chacun de leur côté, leur histoire, qu'on voit et qu'on sent fortement ce déphasage entre les 2 visions, la vision de la victime et la vision du bourreau. Alors justement, pour rappeler la victime, c'est Claire qui a été tuée par son mari, qui se suicide tout de suite après. Voilà comment vous définissez le film. Le titre, et puis la définition de votre film, vous parlez de voix d'outre-tombe. C'était un choix que vous aviez dès le départ, ou est-ce que vous vous êtes dit au tournage, bon, on les fait mourir maintenant, et après on a ces 2 monologues? Oui, absolument. Dès le départ, on avait fait ce choix-là.
C'était un choix réfléchi, encore une fois, par rapport au fait que c'est une histoire terrible et que c'est une histoire vraie. Justement, histoire vraie. Comment vous êtes allé la chercher? Pourquoi vous êtes dit on va travailler sur cette histoire vraie? Oui, alors le film commence comme ça, par un carton, comme quoi c'est inspiré d'une histoire vraie. On devrait dire plutôt que c'est inspiré d'histoires vraies, au pluriel. Et on a voulu un film pudique sur un sujet extrêmement difficile, avec un recul. C'est peut-être pour ça aussi qu'il parle d'outre-tombe, parce que ça nous permettait de sortir de la vraie vie et d'avoir un témoignage post-mortem. Et dans la vraie vie, on le voit dans les journaux télévisés, comme le vôtre d'ailleurs, on couvre, quand on est journaliste, ces histoires-là de féminicide, sauf qu'on n'a plus la parole de la victime quand elle est morte. Et dans notre cas de figure où le bourreau est mort aussi, on n'a pas la parole. Quand il est vivant, on a une parole d'avocat, une parole de justice finalement. C'est une parole importante, hein, la parole judiciaire. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que d'aller chercher la parole des protagonistes et de susciter à partir de là, dans une fiction, du débat, voire peut-être même que les gens se rendent compte de situations qu'ils peuvent avoir vues dans leur vie quotidienne, chez des voisins, chez des amis. En tout cas, ça doit susciter quelque chose, de montrer de façon assez dure quand même, ce qui amène à un drame. Alors vous le montrez de façon assez dure, vous dites, mais aussi de façon pudique. Et au niveau de l'image, ça se voit, c'est un choix que vous avez fait de choisir déjà une couleur différente et de choisir aussi un gros plan pour madame, un plan plus large pour monsieur. Absolument. Et c'était l'idée dans la mise en scène, parce que quand on se parle, on fait en cinéma un chant et un contre-champ. Et là, ce sont deux plans latéraux où les personnes ne se parlent pas en réalité, mais se répondent. Et le choix de la colorimétrie de l'image, on était parti sur du sépia, et on a ramené un petit peu de couleur dans ce sépia, parce que peut-être que d'outre-tombe, on voit un peu les couleurs. Et ça, on ne le sait pas. Vous présentez ce film, alors là, je vous cite, c'est un film à vocation, il doit être utilisé, il sera mis à disposition de toutes celles et ceux qui travaillent sur ces sujets. C'est un film outil. Oui, et c'est un souhait vraiment qu'on a eu parce que finalement, on fait des films pour qu'ils soient vus, ça c'est une réalité. On va le faire vivre aussi en festival parce que tous les acteurs bénévoles qui ont travaillé, les équipes techniques bénévoles qui ont travaillé, il faut que ce travail soit un petit peu valorisé et montré. Mais après, on fait des films pour porter des messages. Et le message, il porte si le film est utilisé et montré. Donc pour nous, c'est une évidence, à partir du moment où on traite de ce phénomène de société, parce que c'est vraiment, et d'autant plus avec l'actualité depuis quelques mois, un vrai phénomène de société, il faut absolument que ce film serve d'outil. Et parfois, on peut débattre sans forcément utiliser un support. Le support, il peut déclencher des choses. Dans la projection, la première projection qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'il y a des gens que ça a touché personnellement, parce que d'un coup, ça a fait écho à quelque chose. C'est vraiment ça qu'on cherche à susciter en disant c'est un support. Il doit permettre d'aller plus loin dans le débat. Alors je reviens, vous le disiez, sur les équipes techniques. Vous avez choisi des équipes 100% locales. Ça a été tourné en Meuse. Pourquoi la Meuse finalement ? Alors, d'une façon très pragmatique, parce que j'y vis, parce que c'est aussi un territoire extrêmement intéressant, je trouve, pour faire des films de ce type-là. On cherchait un huis clos dans une zone assez isolée, assez rurale. On a trouvé un lieu qui est extraordinaire, du côté de Condé-en-Barrois, qui nous a permis de mettre en scène toute cette histoire. C'est un territoire où il y avait des ressources, des acteurs, notamment, qui ont pu nous aider à construire ça. Et puis, ça correspond, mais Olivier en parlera mieux que moi, aux statistiques actuelles aussi, qui sont sorties dernièrement sur les féminicides et, qui sont sortis, je crois, il y a quelques jours. Les féminicides en milieu rural, les Français vivent environ pour un tiers en milieu rural et les féminicides représentent presque 50% en France. Alors effectivement, vous aviez donc choisi ce lieu, vous avez choisi ces acteurs qui donc étaient du théâtre des Bleus de Bar. Comment on arrive à driver un petit peu ces acteurs sur une thématique aussi compliquée ? Alors ça, c'était toute la difficulté. D'abord, c'était des acteurs absolument formidables, qui étaient prêts à tout, et c'est ce qu'on demande à des acteurs quand on est metteur en scène, mais c'est toujours très délicat. Et Véronique Bancel, Denis Ritchie et Yves Lefebvre ont joué le jeu parfaitement bien et se sont vraiment prêtés à l'histoire et à sa gravité. Prêté à l'histoire et à sa gravité, vous le dites effectivement. On va terminer là-dessus puisqu'il nous reste que quelques secondes. En quelques mots, quels sont les futurs projets? Qu'est-ce que vous avez dans les cartons en tant que binôme de réalisateur? Alors oui, on ne vous le dira pas. Si, on vous dira, c'est peut-être un long métrage. Peut-être un long métrage. Et sur un sujet de société, forcément, parce qu'on a besoin de porter un message à chaque fois qu'on tourne. Vous avez déjà commencé à écrire? Oui. On verra ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.
C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. Demain matin, vous retrouverez le Business Club de France sur notre antenne. Et puis bien sûr, l'actualité continue sur puissancetélévision.fr, sur notre application. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.